Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi d'être en votre compagnie ce week-end. Nous serons dans quelques instants avec la princesse Stéphanie pour présenter le gala Fightets Monaco qui se déroule ce samedi. L'occasion pour nous d'en savoir plus sur les conditions des affiliés de cette association pendant cette crise sanitaire. Et même si les contacts sont plus complexes, les liens n'ont jamais été coupés. Nous ouvrirons une large page Jeux Olympiques entre cérémonie d'ouverture, l'entrée en compétition pour le rameur Quentin Antonelli, qui vient de se qualifier pour les quarts de finale. Nous aurons sa réaction. Sans oublier la réception du prince Albert II au Palais Impérial. Pour nous raconter tout cela, nous serons avec nos envoyés sur place, Émilie Rousseau et Serge Prémont. Sans oublier le dernier portrait du nageur Théo Druhen que nous avons réalisé avant son départ. Et enfin, demain, pour la première fois, après l'adoption d'une résolution par l'ONU, le 25 juillet sera désormais la journée mondiale de prévention de la noyade. Avec nous, un ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène, le Canadien double champion olympique de ski acrobatique, Alexandre Bilodeau. Avant de développer tout cela, comme je vous l'ai dit, nous retrouvons directement notre première invitée. Nous sommes avec la princesse Stéphanie, présidente de Fightets Monaco. Altesse, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ce soir se déroule le gala Fightets Monaco à la Salle des Étoiles. C'est l'occasion pour nous de faire un bilan de cette année un peu particulière. Comment se porte l'association et ses affiliés ? Ça a été très très difficile pour beaucoup d'affiliés qui souffrent déjà d'isolement en temps normal. Et là encore, avec les confinements, ça a été très très difficile pour certains et puis de ne pas avoir l'association ouverte pour venir voir Oui. les autres affiliés, toutes les activités qu'on organise pour eux, de ne pas avoir ça, ça a été très très difficile psychologiquement pour eux. Et là, on reprend tout doucement avec des activités en extérieur et tout, donc on revoit des sourires, on revoit des rires et tout, donc c'est encourageant. Mais c'est vrai que ça a été une période assez difficile. Et pour nous, et les bénévoles aussi, parce qu'il nous manque, nos Oui. petits affiliés, de s'en occuper. Donc ça a été, je crois, difficile pour tout le monde, mais pour eux plus particulièrement. Je pense qu'ils ont énormément besoin de solidarité et d'être entourés. Et on avait mis en place un système de téléphone, c'est-à-dire qu'on appelait au moins 2 fois par semaine les bénévoles et les permanents appelaient pour prendre des nouvelles, pour être proche d'eux. Donc voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait pour rester présents dans leur vie. Ça doit d'ailleurs être médicalement aussi plus complexe parce que les personnes qui sont atteintes du VIH-Sida ont moins d'immunité. La Covid-19 pose un problème supplémentaire, je suppose. Pour eux, oui, mais bon, on s'en est bien sortis. On n'a eu pas trop de cas positifs, et en tout cas pas de cas graves. Je pense qu'ils ont été encore plus prudents et comme quoi les gestes barrières ça marche parce qu'ils les ont respectés à la règle. Oui. Et voilà, non mais on s'en est très très bien sortis. On a eu quelques cas positifs mais des guérisons et maintenant ils sont tous vaccinés ou presque. Voilà. J'imagine que comme pour d'autres maladies, la Covid-19 a tiré la couverture sur elle et que l'on s'occupe moins des autres maladies comme le VIH-Sida. Vous l'avez ressenti ça ? Ça fait très longtemps que je le ressens, ça. Ça fait des années que le VIH-Sida est passé vraiment loin dans la liste des préoccupations des personnes et des gouvernements, autres que Monaco bien sûr. Parler du sida maintenant, c'est vrai que c'est une pandémie mondiale, mais le sida, ça fait 40 ans que c'est une pandémie mondiale, Oui, donc c'est vrai. on pourrait continuer à en parler aussi un petit peu. À part Monaco, personne vraiment ne parle du VIH et c'est pour ça que je suis très très fière de mon pays et de Fightets Monaco parce que nous on s'accroche et on continue le combat et d'informer et d'être là pour les personnes vivant avec le VIH. On parle de la soirée de gala, si vous le voulez bien, avec un tribut à Abba. Comment va se dérouler la soirée ? Les consignes sanitaires ont changé le bon déroulement de la soirée ou pas du tout ? Bien sûr, puisqu'on n'est pas en capacité à 100%, donc c'est vrai que pour nous c'est un manque à gagner, mais déjà de pouvoir le faire c'est énorme. Et c'est important justement pour le fonctionnement de Fightets, parce que c'est un gala qui il faut le dire, nous rapporte de l'argent et on a besoin de ces fonds pour que Fightets continue. Mais voilà, on n'est pas à pleine capacité, mais on va quand même essayer de passer une bonne soirée, et voilà, de profiter, d'être là avec tous nos bienfaiteurs et de leur donner une belle soirée pour les remercier. Avec une nouveauté, une tombola numérique, vous pouvez m'expliquer ça ? Je pense que c'est pour que tout le monde puisse participer. Donc voilà, on fait une tombola numérique, on vit avec notre temps aussi, et en espérant que ça soit un grand succès et que l'année prochaine on le développe encore plus. Mais je pense que c'est important aussi de faire participer les gens
qui ne peuvent pas venir aussi dû au fait qu'on n'est pas en pleine capacité. Donc voilà, les gens qui ne peuvent pas venir peuvent quand même faire un geste pour Fight Heads et participer à la tombola numérique. Donc je pense que c'était une bonne chose aussi. Et comment, par exemple, je suis intéressé, je veux participer à cette tombola, je vais sur un site en particulier, sur le site de Fight Heads, qu'est-ce que je fais pour participer à la tombola? Sur le site de Fight Heads, Ouais. tout est expliqué et voilà. Parfait. Vous avez un message, peut-être que vous voulez faire passer aux téléspectateurs pour aider l'association Fight Heads dans une période aussi complexe? C'est toujours le même, voilà, il faut surtout vous protéger. Je sais qu'on vous le dit pour plein de choses, le Covid et tout ça, mais pour le VIH-Sida est toujours là aussi. Ça ne s'arrêtera pas et voilà, c'est que tous ensemble qu'on va pouvoir y arriver. Et voilà, soyez prudents et surtout n'oubliez pas que le VIH ne s'attrape pas avec un sourire. Donc si vous avez des personnes séropositives autour de vous, tendez-leur la main. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment encore plus besoin que jamais qu'on les entoure et qu'on soit solidaire avec eux. Altesse, merci pour ce message. Merci Merci d'avoir à été en notre compagnie et je vous souhaite une excellente soirée de gala. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Et nous vous emmenons à présent au Japon, où les Jeux Olympiques de Tokyo viennent de débuter. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier en présence du président du Comité international olympique, Thomas Bach, de l'empereur du Japon, Naruhito, mais aussi du prince Albert II et du président français, Emmanuel Macron. Ils font partie des rares spectateurs autorisés à assister à cette cérémonie. Émilie Rousseau, vous êtes à Tokyo pour Monaco Info. Vous étiez à cette cérémonie d'ouverture. Quelle était l'atmosphère sur place ? Eh bien, c'était une cérémonie d'ouverture loin de l'ambiance de celle aux arts de samba lors des Jeux de Rio en 2016. Elle s'est déroulée à huis clos, comme toutes les compétitions qui vont avoir lieu ici à Tokyo. Des centaines de Japonais avaient pourtant fait le déplacement aux abords du stade olympique pour vivre ce moment. Il y a eu aussi un rassemblement de manifestants pour s'opposer à la tenue de ces Jeux. Mais rien n'a perturbé hier soir la cérémonie d'ouverture, pas même la Covid-19. Je vous propose d'écouter une partie de la délégation monégasque dont le porte-drapeau avec Xiao Xingyang, Quentin Antonielli. On a appris il n'y a pas longtemps du coup qu'on allait porter tous les deux le drapeau ensemble. Donc c'est évidemment beaucoup d'émotions et un peu d'appréhension avant de rentrer dans le stade avec le drapeau en se disant qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde. On n'a pas envie de faire des bêtises. Donc un peu d'appréhension et forcément énormément de fierté et énormément de l'émerveillement presque en rentrant dans le stade en portant le drapeau. J'ai vécu cette cérémonie avec beaucoup de joie, puisque c'était quand même une chose incroyable de rentrer dans le stade comme ça en disant le pays Monaco et en saluant les caméras et beaucoup de personnes qui regardaient. Et j'apprévois cette cérémonie avec une source de motivation en disant c'est bon, tu y es et maintenant tu n'as plus qu'à y aller et à nager. Alors c'est vraiment quelque chose de grandiose, hein. Donc le stade est magnifique, malgré qu'il soit vide, ça reste quand même quelque chose de très valorisant pour tous les athlètes et de magique, hein, faut dire le terme, c'est la magie des Jeux. Voilà pour cette cérémonie d'ouverture. Émilie, certains sports n'ont pas attendu l'allumage de la flamme olympique pour débuter la compétition. C'est le cas de l'aviron. Quentin Antonielli était en repêchage aujourd'hui après sa 4e place la veille lors des séries. Oui Fabien, la série du Monégasque s'est révélée plus relevée qu'on ne le pensait. Il a tout de même réalisé une très belle course et était déjà focus sur les repêchages d'aujourd'hui. Quentin Antonielli devait arriver dans les 2 premiers pour se qualifier pour les quarts de finale. Est-ce qu'il a atteint son objectif? Eh bien la réponse est oui. Le rameur a maîtrisé aisément ses repêchages de bout en bout et s'impose facilement. Nous l'avons rencontré à l'issue de sa course avec Serge Prémont. C'est toujours un statut un peu particulier parce que j'y allais en sachant que j'étais censé gagner le repêchage. Mais c'est des courses qui ne sont pas gagnées d'avance de toute façon. Donc je l'ai prise comme la course d'hier, plus ou moins, en la préparant bien, en m'échauffant sérieusement et en étant sur le problème d'entrée. Donc c'est une bonne répétition pour les quarts de finale. Et j'espère arriver dans le même état d'esprit demain matin pour les quarts de finale. Première course où j'étais un peu stressé et un peu anxieux, un peu avec les yeux pétillants à regarder un peu tous les anneaux autour, toutes les caméras. Et l'ambiance c'est quand même différente des championnats du monde qu'on a l'habitude de faire. Et aujourd'hui, après la cérémonie d'ouverture, du coup, on s'est pas habitué, mais on a déjà réalisé où est-ce qu'on est et donc il y avait un peu moins de pression, un peu moins de stress au départ et
Donc voilà. Moi j'ai fait pas mal de jeux. Là on est dans un... Normalement pour les Jeux Olympiques, les pays organisateurs construisent des bassins d'aviron. C'est-à-dire que c'est construit de toutes pièces, c'est une piscine de 2 km. Ça existait. Donc ils ont réussi à faire de quelque chose qui existait un bassin olympique d'aviron, ce qui est assez exceptionnel. Ça existera encore quand on partira. Et on est à un quart d'heure du village olympique, ce qui pour l'aviron est super rare. Donc lui, il peut vivre les Jeux Olympiques dans le village et on prend le bus, un quart d'heure après, on est sur l'eau. Donc vraiment tip top. Une autre monégasque sera en compétition demain, Émilie. Il s'agit de Claudia Verdino. Oui, Claudia Verdino, dont vous avez pu découvrir son portrait dernièrement sur Monaco Info, sera dans les bassins du centre aquatique de Tokyo demain. Demain soir, l'heure nippone à 19h37, midi 37, heure de Monaco pour le 100 mètres brasse. Nous avons rencontré la nageuse juste avant sa compétition pour avoir un petit peu ses impressions avant le début de la compétition et puis son impression des Jeux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas trop expliquer parce que c'est un peu de la fierté, de la joie d'être ici. Et en même temps, j'ai réalisé un petit peu l'événement que c'est en fait les Jeux Olympiques, quoi. Et après, je reçois tous les messages, etc. Et c'est vrai qu'au début, avant la cérémonie d'ouverture, on ne se rend pas trop compte de l'événement que c'est. Et puis voilà, c'est parti, quoi. Moi, je me sens prête, j'ai des bonnes sensations. On a fait quelques chronos avec Michel, ils étaient super bons. Donc voilà, je ne suis pas trop stressée. J'ai juste une envie, c'est de nager. Après, on a eu les séries qui sont sorties et j'ai une super bonne série. La fille à côté de moi, elle est de mon niveau, donc je vais pouvoir m'amuser. Et puis voilà, j'ai hâte. Prendre un maximum de plaisir et puis faire mon meilleur temps si possible. Et puis voilà, donner mon meilleur, mon max. On sort du volet sportif, Émilie, pour aborder l'aspect diplomatique. On l'a dit, le prince Albert II est actuellement au Japon. Il a été reçu par la plus haute autorité du pays juste avant la cérémonie d'ouverture vendredi. Oui, Fabien le Souverain a été reçu au palais impérial aux côtés de plusieurs chefs d'État, comme vous pouvez le voir sur ces images. Une réception en présence de Sa Majesté impériale l'empereur Naruhito et du Premier ministre japonais. Rappelez-vous, le prince Albert II avait assisté aux cérémonies d'intronisation de l'empereur du Japon, c'était en octobre 2019. Il avait également pris part à celle de l'empereur Akihito en 1990. Cette réception au palais vient donc renforcer les liens qui existent déjà entre la principauté et le pays du soleil levant. Vous avez pu écouter précédemment dans ce journal le nageur Théo Druhen, mais le connaissez-vous véritablement ? Eh bien, suite et fin de notre série de portraits consacrés aux athlètes monégasques. Théo Druhen entrera dans la compétition fin juillet avec le 1500 mètres nage libre. Alexandra Pagny a rencontré le Benjamin de la délégation à l'occasion de l'un de ses derniers entraînements à Monaco avant le grand départ. Je m'appelle Théo Druhen, j'ai 16 ans et je vais participer au JO de Tokyo sur les 1500 mètres nage libre. Incroyable, heureux, c'est par ces mots que Théo Druhen qualifie son état d'esprit avant le début des Jeux de Tokyo. À tout juste 16 ans, le nageur monégasque est le plus jeune athlète de cette délégation 2021. Une qualification qu'il n'attendait pas il y a encore quelques mois, mais pour laquelle il a énormément travaillé. C'était une surprise parce au départ de l'année, je ne savais pas du tout si j'avais une chance d'y aller puisque j'avais beaucoup de grands monégasques qui étaient dans mon groupe qui nageaient. On se prépare beaucoup. Moi, je nage beaucoup. Je nage à 10 km par jour en raison de les longues distances que je fais. Je nage à peu près 10 km et avec des séries intensives. C'est beaucoup d'intensité, beaucoup d'endurance pour tenir les 1500 mètres que j'ai à nager. Un saut dans le grand bain avec la compétition reine de la scène internationale. Plus tôt dans la saison, il a pu s'échauffer avec les championnats d'Europe à Budapest. Essayer de se faire plaisir à cette occasion et de rééditer un 1500 mètres qu'il avait réalisé au championnat d'Europe à Budapest il y a 2 mois. Et voilà, ce serait merveilleux puisqu'en tant que monégasque, il n'avait pas la possibilité de participer aux compétitions en France. Donc les championnats d'Europe seniors étaient pour lui la possibilité de se relancer dans une logique compétitive. C'est un peu particulier car, comme vous le savez, nous venons de traverser 2 années un peu complexes. Il défendra les couleurs monégasques dans une discipline qui demande rigueur et endurance, le 1500 mètres nage libre, une compétition qu'il appréhende avec beaucoup d'émotion. Pour moi, ça représente la compétition la plus grande du sport. Donc c'est un très grand honneur que je peux les faire. C'est plus une source de motivation quand tu t'entraînes, tu te dis, au moins tu t'entraînes pas pour rien, tu t'entraînes pour aller au JO quand même. C'est quelque chose d'extraordinaire, tu dis je m'entraîne, je me fais mal en m'entraînant pour aller au JO. Une opportunité unique pour le jeune nageur monégasque, mais aussi une séance de travail pour préparer l'avenir.
Le Benjamin de la délégation découvrira ces Jeux pour la première fois, mais le rendez-vous est déjà pris pour 2024. C'est tout ce qu'on lui souhaite et si Théo nage parfaitement bien, ce n'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé estime que 236 000 décès par noyade ont lieu en 2019, ce qui représente presque 650 noyades chaque jour, soit 26 par heure. Et à ce propos, les Nations Unies ont adopté une résolution qui s'est conclue par une journée mondiale de prévention de la noyade, célébrée pour la première fois cette année. Et ça sera demain, le 25 juillet. Pour en parler avec nous, Alexandre Bilodeau, vous êtes skieur acrobatique, double médaillé olympique. Pourquoi avoir accepté d'être ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène, alors que finalement on se noie très rarement dans la neige? En effet, mais l'été, comme vous pouvez voir derrière moi à Montréal, il fait chaud. Ouais. On a également beaucoup de plans d'eau. Mhm. Donc, c'est un fléau également qui nous touche beaucoup ici au Canada, au Québec. Quel est l'objectif et l'importance de cette journée pour vous? Je crois avec toute l'importance que ça peut avoir partout dans le monde, Mhm. c'est important de mettre une journée internationale de la prévention de la noyade. Autant, puis c'est vraiment de mettre de l'avant les solutions ou comme les solutions pour prévenir ce grand fléau partout à travers le monde et puis d'apporter des programmes comme Nager pour survivre qu'on a ici à Montréal, qui est financé en partie par la Fondation de la Princesse Charlène. Donc, pour prévenir ça à un jeune âge avec nos enfants qui sont dans les écoles et qui savent se baigner, mais qui ne savent pas nécessairement nager. Mhm. Quel constat vous pouvez faire concernant justement les noyades au Québec? Parce que vous l'avez dit, il y a un nombre incalculable de lacs dans la région du Québec. Tout à fait. On a plus de 1000 noyades dans les dernières années ici. Il y a près des lacs, les piscines extérieures. On a quand même des grands terrains comparativement à Monaco ici. La majorité des personnes ont des piscines dans leur cours. Mhm. C'est quelque chose qui est super important d'apprendre à nager. Il y a beaucoup de monde, comme je disais, qui savent se baigner, jouer dans l'eau peu profonde, mais lorsqu'il arrive un accident dans l'eau plus profonde, ils ne savent pas comment se débrouiller. Et puis, c'est vraiment, je pense, c'est une habileté de base, comme apprendre à marcher, à courir, qu'on doit savoir à un jeune âge. Mais la majorité des personnes, surtout dans les milieux défavorisés autour de Montréal, n'ont pas eu cette exposure-là de pouvoir apprendre à nager dans les règles de l'art pour vraiment s'en sortir lorsqu'il y a un événement malencontreux. Quel message vous voulez faire passer, justement? En fait, c'est justement de regarder autour. On est assez chanceux au Canada, au Québec, d'avoir plusieurs ressources pour apprendre à nager à ses enfants pour que lorsqu'il arrive un événement malencontreux, qu'ils savent comment réagir dans l'eau au lieu de paniquer. Et puis, c'est quelque chose que nous, on travaille beaucoup avec le programme Nager pour survivre, qui est supporté par la Fondation Charlène depuis plusieurs années, à la hauteur de 30 000 €. Donc, moi, ça a été, lorsque je suis devenu ambassadeur pour la Fondation Charlène, d'apporter des capitaux externes. J'ai pu aller voir mon gouvernement en disant, regardez, on doit en mettre plus pour la prévention de la noyade ici. Et puis, c'est 43 000 jeunes qui ont eu accès à des cours, surtout depuis 2014, dans les quartiers défavorisés de Montréal. Je voudrais que l'on aborde un autre sujet, si vous voulez bien. Vous êtes Canadien, vous êtes d'ailleurs là au Canada. On est en Zoom comme ça avec votre téléphone, on vous en remercie. On a parlé dans l'actualité récemment du réchauffement climatique, en tout cas d'un dôme de chaleur au Canada. Quel est le constat actuellement? Est-ce qu'il fait toujours aussi chaud et comment vous l'avez vécu? Oui, en fait, on commence à s'en apercevoir. On sait, à certains moments, on se croit isolé de tout changement. On est quand même une place où, oui, il fait froid l'hiver puis il fait chaud l'été, mais ça reste modéré. Présentement, dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, il y a des grands feux de forêt, plus gros qu'on n'a jamais eu. Même dans le nord de l'Ontario, on doit envoyer des personnes d'incendie pour aller supporter. Dans les inondations, les fontes de neige plus rapides également causent d'énormes inondations, qui est une autre des causes de noyades partout dans le monde par rapport aux inondations qui sont plus fréquentes. Donc, c'est ça, ça reste difficile. On s'en aperçoit de plus en plus, les changements climatiques.
Vous êtes un athlète olympien, hein, je l'ai dit, double médaillé en ski acrobatique. Les Jeux olympiques d'été viennent de débuter. On a à Monaco une délégation. Quel regard vous portez sur ces Jeux? Vous allez les suivre, là, les JO, avec attention ou pas du tout? Tout à fait. Je commence à être vieux, mais j'ai encore quelques amis qui participent aux Jeux olympiques dans certaines disciplines. Et Ouais. puis, je suis toujours la relève canadienne qui nous représente fièrement. Donc, en effet, je vais suivre nos représentants là-bas. Voilà, et on félicite aussi les Canadiens de Montréal en hockey sur glace qui ont super bien performé. Alexandre Bilodeau, merci. Merci et bonne fin de soirée pour vous, à tout le monde. On vous retrouve, Julia Vial, pour un point sur l'information en principauté, à commencer par le bilan Covid de la semaine. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. 13 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été relevés hier. Le bilan sanitaire de la principauté s'élève donc à 2757 personnes touchées par l'épidémie. À noter que le bilan des personnes guéries s'élève, lui, à 2617. En ce qui concerne la vaccination, 21 796 personnes ont déjà reçu leur première injection, soit plus de 56,8% de la population monégasque. 18 834 habitants ont, eux, reçu leur deuxième dose et sont donc totalement vaccinés. On enchaîne ce tour de l'actualité avec une information pratique. Oui, avec la fermeture ponctuelle de l'avenue Pasteur, l'accès au CHPG se fera donc uniquement par le boulevard de Belgique entre le 26 et le 30 juillet de 20h à 6h du matin. L'opération sera aussi renouvelée du 2 au 6 août et du 9 au 11 août. Prenez donc vos dispositions pour ne pas vous retrouver coincé. Le gouvernement princier et la compagnie des autobus de Monaco ont souhaité offrir aux habitants un service ludique et gratuit. Il s'agit, Fabien, d'une navette 100% électrique d'une capacité de 22 places. Disponible tous les jours, elle effectue un départ toutes les 15 minutes de 10h à 19h. L'autobus va desservir plusieurs endroits de la principauté. Il relie le rond-point du Portier au rond-point du Monte-Carlo Bay. En fait, la navette va tout simplement suivre sur ce tronçon les lignes de bus 5 et 6. Comment reconnaître la navette, Julia ? Si vous êtes perdu par tous ces changements et ce nouveau service, des signalétiques et des panneaux dans les parkings aux arrêts de bus sont là pour vous aider. De plus, la livrée du minibus est dédiée à la plage du Larvoto. Vous ne pouvez pas la louper. Vous avez des idées sorties à nous proposer avec notamment une exposition numérique. La principauté de Monaco a mis en place, en lien avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, une série de photographies mises à disposition par la mairie de Monaco. L'exposition aura lieu du 26 juillet au 1er août et elle revient sur 7 décennies de déplacements forcés dans le monde depuis l'adoption de la Convention de 1951. Ces photographies ont pour objectif de montrer au grand public la situation des personnes déplacées de force en mettant en lumière leur histoire et leur moment de vie dans différentes régions du monde. Pour les amoureux de musique, il est conseillé de se rendre à la cathédrale de Monaco ce dimanche. À l'occasion de la 16e édition du Festival international d'orgue de Monaco, des programmes originaux et complémentaires sont proposés au public durant tout l'été. Demain, Pierre-Yves Fleury et Caroline Michel vous proposent d'ailleurs un programme de chant accompagné par l'orgue. Ils vont alterner musique sacrée et chansons, un beau mélange des genres au programme. Depuis le 25 juin, la ville de Monaco propose des séances de cinéma sous les étoiles et la programmation est plutôt sympa, Julia. Ce samedi à 18h50, les Monégasques doivent être en train de découvrir en version française le film Black Widow avec la célèbre Scarlett Johansson en actrice principale. Black Widow, c'est l'histoire de Natasha Romanova qui est confiée au KGB. Ces derniers la préparent à en devenir le principal agent. Mais lorsque l'URSS se sépare, le gouvernement tente de la tuer. Un scénario alléchant et surprenant que vous pourrez de nouveau découvrir ce lundi 26 juillet à 20h50, mais cette fois-ci en version originale. Et pour ceux qui préfèrent les films en version française, une 3e diffusion est prévue. Ça sera ce mardi 27 juillet, là aussi à 20h50. Est-ce que nous allons pouvoir retrouver un France Soleil demain ? Eh bien non, il sera encore timide, Fabien, ce dimanche 25 juillet. Le temps restera plutôt couvert tout au long de la journée, mais les températures, quant à elles, seront très agréables et comprises entre 21 et 29 degrés. Demain, nous fêterons les Jacques.
Merci et bonne fête à tous les Jacques, on en connaît tous au moins un. Les photos du jour pour clore ce journal, des photos de nageurs, que ce soit en mer ou en piscine. Encore une fois, faites attention, sur 10 ans, 2,5 millions de personnes sont mortes noyées dans le monde. Et bien demain, dimanche, sera la première journée mondiale de prévention de la noyade. Et à cette occasion, la Fondation Princesse Charlène sera présente sur l'esplanade de la plage du Larvoto et proposera des animations pour sensibiliser le grand public aux dangers de l'eau et transmettre l'importance des mesures de prévention. Vous le savez, l'actualité sur Monaco Info, c'est 7 jours sur 7. On se retrouve donc demain, dimanche, au sec, à 20h, pour votre best-of. À très bientôt. Au revoir.